Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. Sommet de Singapour, l'accord signé et puis après. L'envoyé spécial de la VOA, Greta Van Susteren, a rencontré le président Trump. Et nous reviendrons aussi dans ce journal sur les réactions de la communauté internationale à cette séquence historique. Migrants en errance, l'Espagne a accepté d'accueillir le bateau humanitaire Aquarius, refusé hier par Malte et l'Italie, mais le trajet pourrait s'avérer trop dangereux. Bienvenue à toutes et à tous. L'événement inédit a mobilisé l'attention du monde entier. Ce matin, à 9h heure locale, le président américain Donald Trump a donc bel et bien rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Une rencontre concrétisée par un accord dans lequel les deux hommes s'engagent notamment au développement de nouvelles relations. Envoyée sur place par la Voix de l'Amérique, Greta Van Susteren a pu s'entretenir avec le président Trump. Monsieur le Président, donnez-moi un aperçu de ce qui s'est passé dans les coulisses. Lui avez-vous lancé un ultimatum? Est-ce qu'il vous a lancé un ultimatum? Non, pas d'ultimatum. Cela fait 3 mois que nous travaillons sur ce sommet à travers nos différents représentants, y compris le secrétaire d'État Mike Pompeo, qui a fait un travail fantastique. Nous avons donc négocié pendant une bonne période de temps et lorsque nous nous sommes rencontrés aujourd'hui, nous nous sommes entendus dès le début. Vous savez, pour moi, c'est ma 25e heure. Je n'ai pas dormi depuis 25 heures. Ça a été une longue négociation et j'en suis très fier. Cela entame un processus. Vous savez que cela aurait pu se terminer par une guerre, qui aurait pu finir avec des millions de morts. Vous connaissez très bien la Corée du Nord. Séoul compte 28 millions de personnes qui auraient pu se retrouver avec des millions de morts. Mais nous arriverons à un accord. Vous avez remis la question du droit de l'homme sur la table aujourd'hui. Comment a-t-il réagi? Très bien. Je veux dire, nous avons parlé évidemment de la dénucléarisation 90% du temps, mais nous avons parlé de beaucoup d'autres choses, y compris des droits de l'homme, du rapatriement des corps. C'était un facteur important. En fait, nous l'avons mis dans le document. Nous avons mis beaucoup de bonnes choses dans ce document, ce qui est bien. C'était au-delà des attentes de quiconque. Et au sortir de sa rencontre avec le leader nord-coréen, le président Trump a affirmé que la Corée du Nord est prête à se défaire de son arsenal nucléaire très rapidement. Pour Bill Gallo de la VOA, l'accord n'est pas aussi explicite que les propos du président veulent bien le dire. Il revient sur cette séquence historique. Le récit est de Dili Diko. Une poignée de main historique entre Donald Trump et Kim Jong-un lors du sommet de Singapour. La déclaration conjointe signée par les deux dirigeants n'abondait pas en informations. La Corée du Nord a réaffirmé son engagement, je cite, à œuvrer en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Nous entamerons ce processus très bientôt, très rapidement, certainement. En retour, Trump a offert des garanties sécuritaires qui n'ont pas été spécifiées. Les deux leaders ont promis qu'une nouvelle ère des relations américano-coréennes s'ouvrait. Mon tête-à-tête avec le président Kim était sincère, direct et productif. Nous avons eu l'opportunité de faire connaissance dans le temps limité qui nous était imparti. Donald Trump a également annoncé que les États-Unis vont suspendre les exercices militaires avec la Corée du Sud. Nous allons arrêter ces jeux de guerre. Cela va permettre d'économiser d'énormes sommes d'argent. À moins que, et jusqu'à ce que nous remarquions que les négociations à venir ne vont pas dans le sens désiré. Trump a dit aussi avoir évoqué les droits de l'homme avec le leader nord-coréen. Désormais, la balle est dans le camp de Kim Jong-un qui a peu parlé publiquement pendant le sommet. Les préjudices et les pratiques antérieures étaient des obstacles sur notre voie. Nous sommes parvenus à les surmonter et nous sommes ici aujourd'hui. Les prochaines négociations auront lieu dans une semaine. Elles seront conduites par le secrétaire d'État Mike Pompeo. Une poignée de main pour l'histoire, un accord et après. Pour analyser les termes de l'accord et leurs implications, j'accueille Benoît Duguet, professeur à l'École des sciences de la gestion.
de l'Université de Québec. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, que pensez-vous des termes de l'accord et puis que peuvent en espérer les parties impliquées? Bon, pour l'instant, comme plusieurs autres personnes d'ailleurs, je fais preuve d'un optimisme prudent parce que l'accord est très vague. Essentiellement, il y a deux aspects à cet accord, la paix et la prospérité. Hein, on veut résumer en deux mots, ben les voilà, paix et prospérité. Et c'est donc l'expression d'une intention. Et le véritable travail, il commence maintenant. Et ce seront aux diplomates maintenant des deux côtés à négocier des accords, à négocier des conditions de retrait des armements, de négocier des conditions de retrait aussi des sanctions contre la Corée du Nord pour que ce pays puisse retrouver la prospérité. Parce que ne nous le cachons pas, hein, le peuple nord-coréen souffre beaucoup. La Corée du Nord est très pauvre, encore plus depuis que les accords d'industrialisation de la région de Kaesong, là où il y avait des entreprises sud-coréennes qui embauchaient plus de 50 000 travailleurs nord-coréens. Ça a été fermé depuis 2016. Ça. Alors, Benoît Duguay, on a bien compris ce que vous nous dites. Cet accord de Sentosa n'est qu'une première étape et appelle à de plus longues négociations. Le président Trump a d'ailleurs annoncé qu'il rencontrerait probablement Kim Jong-un prochainement à la Maison-Blanche. Alors, tout ça pour quel résultat finalement? Mais pour l'instant, c'est strictement on a affaire à de l'image. Hein? On a construit l'image de deux leaders qui s'entendaient. Mais le travail commence maintenant, comme j'ai dit. On ne peut pas présumer de quoi que ce soit pour l'instant. Bon, être prudent et attendre. Alors, ce sommet de Singapour n'a laissé personne indifférent, surtout pas le voisin sud-coréen, bien évidemment. Florilège de réactions recueillies à Séoul dans ce reportage de l'envoyé spécial de la VOA, Brian Padden. Le récit est de Irénée Hermanoubo. À la gare de Séoul, rien de plus captivant à la télé pour ces passagers dans l'attente de leur train que la rencontre historique entre le président Donald Trump et Kim Jong-un. Là-dessus, les avis sont partagés. Je suis très content parce qu'il s'agit d'un progrès historique après 70 ans de division. La Corée du Nord n'a pas tenu sa promesse par le passé, même après avoir signé un accord. C'est ce qui me rend déçu et sceptique. Même si Trump a qualifié l'accord de tout à fait complet, il revient aux négociateurs de résoudre plus tard les différends entre l'appel de Washington à un démantèlement complet du nucléaire avant tout allègement des sanctions et les réponses à apporter aux exigences de Pyongyang. Une stratégie diplomatique américaine que félicitent ces Sud-Coréens. Je pense qu'il est ce président qui peut tout conclure à la fois, contrairement à ses prédécesseurs. Le président sud-coréen Moon Jae-in a également exprimé son soutien au succès du sommet. Mais il préconise la patience quant à la durée du processus visant à mettre fin à la menace nucléaire nord-coréenne. Selon lui, cela pourrait se faire dans 2 ans ou plus. Benoît Duguay, vous êtes toujours avec nous en direct de Montréal. Oui, absolument. Formidable. Alors, cette joie, ce soulagement qu'on a pu voir parfois dans ce reportage des Sud-Coréens, est-ce que ces sentiments sont de mise? Bien, tout à fait. En fait, ce que nous venons d'entendre, c'est essentiellement ce que je vous ai dit tantôt, et c'est ce que tous les experts internationaux disent. Hein? Oui, il y a lieu de se réjouir. Qui ne pourrait pas se réjouir quand deux puissances qui se faisaient des menaces de guerre nucléaire il y a quelques mois se rencontrent maintenant? Alors, il y a certainement des raisons de se réjouir, et c'est ce que tout le monde dit, mais on n'en sait pas plus en ce moment. J'aimerais bien vous en dire plus, mais on ne sait rien pour l'instant, outre le communiqué qui est plutôt laconique. Il y a plein de bonnes intentions, mais il n'y a rien de précis. La paix et la prospérité, point. Merci Benoît Duguay. Il ne me reste qu'à vous remercier de nous avoir dit au moins, d'avoir partagé avec nous au moins ce que vous saviez. Je rappelle que vous êtes professeur à l'École des sciences de la gestion de l'Université de Québec. Et ici, aux États-Unis, une décision du ministre de la Justice, Jeff Sessions, renverse 4 années de jurisprudence. Il ne sera désormais plus possible pour une personne demandant l'asile de le faire au nom de violences qu'elle subit, que son agresseur soit son conjoint ou un gang.
La Cour pénale internationale a ordonné ce mardi la mise en liberté immédiate de Jean-Pierre Bemba sous certaines conditions, au nombre desquelles l'interdiction de faire des déclarations publiques au sujet de l'affaire qu'il oppose à la procureure de la Cour et l'obligation de se rendre immédiatement aux autorités compétentes si la Chambre de première instance l'exigeait. On reste sur le continent. Au Burkina Faso, le procès du coup d'État de 2015 a été de nouveau suspendu, et ce, dès son ouverture ce mardi. Toujours au Burkina Faso, le gouvernement organise une conférence, la première du genre, sur le système de paiement des fonctionnaires. Depuis ce matin et jusqu'au 14 juin, personnel politique, mais également travailleurs, syndicats, autorités coutumières et religieuses sont invités à plancher sur le sujet pour rééquilibrer un système déficitaire et jugé inéquitable, tout en réfléchissant bien naturellement à développer la productivité. Plus au sud, au Zimbabwe, le Parlement a renoncé provisoirement à entendre l'ancien président Robert Mugabe sur la disparition sous son règne de milliards de dollars de revenus tirés de la vente de diamants. Une nouvelle commission sera constituée après les élections du 30 juillet et ce sera à elle de décider de le convoquer ou non, selon une source parlementaire qui a souhaité conserver l'anonymat. Et dans l'affaire du bateau humanitaire Aquarius, le ministre français des Affaires étrangères a appelé aujourd'hui l'Italie à reconsidérer sa position, à savoir laisser le bateau accoster et accueillir les migrants à bord. L'Espagne a accepté d'accueillir le navire, mais le trajet jusqu'au port de Valence pourrait s'avérer bien trop dangereux. Arzouma Compaoré. Pas question pour le capitaine de l'Aquarius de naviguer sur près de 800 000 marins, soit près de 1500 km dans des creux de 2 mètres, selon la météo attendue, avec 629 passagers en partie entassés sur le pont de ce bateau. 2 navires italiens des gardes-côtes de la marine devaient donc prendre à leur bord plusieurs centaines de ces migrants et escorter l'Aquarius jusqu'à Valence, en Espagne. Mais la sécurité n'est pas toujours garantie. Théoriquement, nous ne pouvons faire ce genre de voyage que si nous avons un nombre limité de personnes que le bateau peut contenir. Cela parce que les conditions météorologiques devraient se détériorer considérablement au cours des prochains jours, surtout dans les eaux inexplorées que nous allons devoir traverser jusqu'en Espagne. Au nombre de ces 629 migrants secourus au large de la Libye, 7 femmes enceintes et 11 enfants en bas âge. Ils sont entassés dans le navire dans des conditions difficiles, ce qui oblige Paris à hausser le ton pour demander à l'Italie de revenir sur sa décision. Ce bateau se trouve à 25 000 des côtes de la Sicile, se trouve à 27 000 des côtes de Malte. Nous demandons solennellement aux autorités italiennes de revoir leur point de vue et d'accueillir, parce qu'il est près de chez eux, les réfugiés qui sont sur ce bateau et qui attendent leur accueil. La situation humanitaire est horrible dans l'Aquarius. Mais ces migrants n'ont pas d'autre choix que de se laisser balloter par les vagues de la Méditerranée au large de Malte, en attendant de connaître leur sort. En France, l'homme qui retenait 2 personnes en otage depuis le milieu de l'après-midi aujourd'hui, rue des Petites Écuries, dans le 13e arrondissement, dans le 10e arrondissement de Paris, pour des motivations indéterminées, a été interpellé et ces otages ont été libérés sains et saufs. C'est ce qu'a annoncé la préfecture de police. Selon les premiers éléments de l'enquête, il pourrait s'agir d'un déséquilibré aux motivations encore floues de sources policières. En Inde, des manifestations ont éclaté dans plusieurs régions de l'État d'Assam, où 2 hommes ont été battus à mort par une foule qui les soupçonnait d'être des kidnappeurs. Selon des informations locales, les habitants d'Assam ont déclaré avoir été choqués par les tueries et certains ont même exigé la peine capitale pour les coupables. Vous regardez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nous sommes en direct de Washington.
Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington. Tout de suite les titres de la seconde partie de votre journal. Selon les Nations Unies, quelques 640 000 tonnes de matériel de pêche polluent les océans du monde. La VOA a été à la rencontre de volontaires qui les nettoient. Au Gabon, sans salaire depuis plusieurs mois, mal nourri, mal équipé, dur d'être un joueur du club FC 105. À Dubaï, une première au concours de récitation du Coran. Le 22e lauréat est un adolescent américain. Son portrait dans cette édition. Et chaque mardi, nous avons rendez-vous avec l'économie, donc avec vous, Éric Manirakiza. Bonsoir. Bonsoir Anastasie. La Côte d'Ivoire va détruire, Éric, 100 000 hectares de cacaoyers. Pourquoi? Les autorités veulent, Anna, faire reculer le virus de la tige enflée du cacao. L'épidémie actuelle a été enregistrée pour la première fois en 2004 et a détruit plus de 8 000 hectares. Ce virus est un pathogène qui est transmis par les insectes. Il affecte généralement la récolte au cours de la première année de la production d'un arbre et en 3 ou 4 ans, il finit par tuer l'arbre. Il n'y a pas de traitement. La seule solution est de retirer et de détruire les arbres infectés. Et cette opération va coûter 22 milliards de francs CFA, soit 40 millions de dollars. Elle consiste d'abord à arracher les cacaoyers au cours des 3 premières années. Ensuite, mettre la terre en quarantaine pendant encore 2 ans pour éviter que le virus ne ressurgisse. Il n'est pas prévu de replanter systématiquement les 100 000 hectares, mais cela n'aura pas d'impact majeur sur la production nationale. La Côte d'Ivoire, comme vous le savez, est le plus grand producteur de cacao du monde et fournit annuellement 2 millions de tonnes de cacao au marché mondial. Elle n'en est pas à 100 000 hectares près, quoi. Ouais. Explorons maintenant Bitcoin, Éric. Bitcoin vous permet d'échanger de l'argent d'une manière virtuelle et c'est une monnaie virtuelle, Anastasie. Et elle a défrayé la chronique pour avoir connu. Quand est-ce qu'elle a été lancée ? Elle a été lancée en 2009, et cette monnaie ne valait pas que quelques cents à cette époque. Elle a défrayé la chronique pour avoir connu une explosion de sa valeur, dépassant en décembre les 19 500 $ contre environ 1 000 $ un an auparavant. Et cette Bitcoin, des investisseurs qu'on a essayé d'interroger, ils nous disent comment ils utilisent ça. Pour investir dans le Bitcoin, vous devez les acquérir. Vous devez acquérir les Bitcoins sur les plateformes spécialisées qui se trouvent sur Internet. Vous savez que c'est une monnaie, on achète, on revend et c'est le marché qui détermine quelle est la valeur. Si vous avez la chance que la valeur monte, vous pouvez gagner. Si ça descend, vous perdez également. Et si vous décidez de retirer votre argent, est-ce que c'est fait automatiquement? Non, retirer, c'est comme si vous avez des actions, il faut les vendre. Autrement dit, vous avez un acquéreur, quelqu'un qui décide de vous donner un bien. Comme toute monnaie, c'est un intermédiaire des échanges. Donc vous pouvez les vendre à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire il va vous donner de la monnaie traditionnelle en dollars ou en euros ou en CFA, et vous décidez donc de lui vendre vos bitcoins. Vous permet donc d'échanger de l'argent d'une manière différente des banques, Anastasie. Ainsi, vous devriez prendre le temps de vous informer avant d'utiliser Bitcoin pour des transactions importantes. Et c'est notre chance que vous soyez là sur le plateau pour nous aider à le faire. Action, on l'a entendu à travers les mots de notre invité, le prix du Bitcoin est volatile en fait. Tout à fait, Anna. Conserver vos économies en Bitcoin n'est pas recommandé pour le moment. Le Bitcoin doit être considéré comme un actif à haut risque et c'est même déconseillé de ne jamais stocker en Bitcoin de l'argent que vous ne pourriez pas vous permettre de perdre. C'est bien noté, Éric. Merci. Revenez mardi prochain, le jour dédié à l'économie. Écologie, à présent, selon les Nations Unies, quelques 640 000 tonnes d'engins de pêche perdus polluent les océans du monde. Lente à tomber en panne, c'est dénommé filet fantôme, pèse lourdement sur les créatures marines, des minuscules éponges aux dauphins, en passant par les tortues et les baleines.
Un groupe de plongeurs bénévoles travaille pour nettoyer les fonds marins et attirer l'attention du reste de l'humanité sur les dégâts que ces filets fantômes font. Steve Baragona de VOA nous en dit plus. Un nouveau jour pour ce poisson qui vient d'être libéré d'un filet abandonné. Au fond des océans, des engins de pêche perdus détruisent les espèces aquatiques et représentent 10% des déchets dans la mer. Un groupe de plongeurs s'est donné pour mission de nettoyer les eaux au large des côtes grecques. Permettez-moi de signaler qu'après notre expédition de 2 jours au fond de l'océan, les filets que nous avons collectés couvraient des surfaces entières des récifs. En poursuivant les informations d'un pêcheur local, les plongeurs ont retiré ce filet du fond de la mer. Ils l'ont transporté jusqu'au quai et ont coupé les cordes afin de libérer le maximum d'étoiles de mer et de crustacés piégés. Il y a des récifs dans la mer, donc quand on jette un filet dans l'eau, il y a des choses auxquelles il peut se coller ou il peut se couper et c'est difficile de le remonter. Selon les experts, les dégâts causés par les filets perdus sous l'eau peuvent durer longtemps. Le problème, c'est que ces filets ne se décomposent pas. Ils sont en nylon et très résistants. Ils peuvent rester là pendant des centaines d'années, piégeant ainsi les poissons. Les Nations Unies essaient d'élaborer un système d'identification des engins de pêche afin que les filets perdus ou abandonnés puissent être retracés jusqu'à leur propriétaire. Et c'était bien évidemment la voix de Blanche Sanouf que vous avez entendue pour le récit. Le monde aujourd'hui, c'est aussi les sports. Tout de suite avec nous, Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yakou. Bonsoir Anna et bonsoir amis sportifs. Des choses se passent en Russie. D'aucuns pensent déjà à l'après-mondial et c'est le cas de Roulen Lopetegui qui deviendra l'entraîneur du Real Madrid dès la saison prochaine. Le sélectionneur de l'équipe d'Espagne a signé avec le club merengue pour 3 saisons. Cette nomination intervient alors que Lopetegui a été prolongé en mai à la tête de la Roja jusqu'en 2020. Il remplacera Zinedine Zidane, parti à la surprise générale fin mai, après avoir conquis 3 Ligues des Champions consécutives en 2 ans et demi. Et puis, on poursuit avec la série entamée hier sur les équipes africaines au Mondial 2018. Eh bien, aujourd'hui, nous allons marquer une halte sur l'Égypte qui revient au Mondial après 28 années d'absence. Les Pharaons sont logés dans le groupe A avec le pays hôte, la Russie, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite. Ils joueront leur 3e phase finale de Coupe du Monde. Lors de leurs 2 précédentes participations en 1934 et 1990, ils n'ont pas franchi le premier tour et la blessure du Messi égyptien Mohamed Salah reste la grosse interrogation pour les Pharaons. Le meilleur buteur de Premier League a pu s'entraîner hier à l'écart de ses compatriotes sous la supervision du staff médical. Mais l'on ne sait toujours pas s'il pourra être aligné vendredi face à l'Uruguay pour les débuts des Pharaons, bien sûr, dans le mondial. Écoutons le manager de l'équipe égyptienne. Nous gardons un œil sur la situation jour après jour. Nous avons suivi l'affaire depuis sa blessure en finale de Ligue des Champions. Mohamed Salah s'est entraîné hier et aujourd'hui. Nous suivons la situation en étroite collaboration avec le médecin. Il a des séances quotidiennes de traitement sur son épaule. Il s'entraînait auparavant dans la salle de gym. Aujourd'hui, il l'a fait sur le terrain. Son état de santé s'améliore progressivement. Cependant, je ne peux pas affirmer qu'il jouera le premier match. Pour le moment, la performance en amical de l'Égypte a mis en lumière l'absence de la vedette des Pharaons. La Belgique en a profité pour s'imposer facilement 3-0 pour le dernier match de préparation de l'Égypte, bien avant les récents matchs nuls contre le Koweït 1-1 et contre la Colombie 0-0 n'ont pas rassuré non plus. Il faudra montrer un visage plus conquérant en Russie pour espérer passer le premier tour et il faudra sans doute compter sur le retour de Mohamed Salah pour réussir ce grand défi. Merci Yacouba Ouedraogo. Mais le sport et le football en particulier, ce n'est pas que la gloire, le mondial et les coupes? Oui Anna, loin de la Russie et son mondial qui fait rêver au Gabon, jouer au foot devient pratiquement une corvée pour certains joueurs en tout cas. Les joueurs du FC 105 en savent quelque chose. La majorité d'entre eux n'ont pas reçu de salaire depuis des mois et d'autres viennent affamés à l'entraînement. Suivez plutôt. Une pelouse synthétique, en principe mieux adaptée pour un entraînement parfait. Nous sommes à Libreville, au centre de répétition du mythique club FC 105. Mais le bon état du terrain cache difficilement la situation chaotique des joueurs. Certains n'ont pas été payés depuis des mois et manquent du minimum pour s'entraîner. Depuis au moins
3 ans, vraiment, c'est dur. On ne supporte plus, manque de salaire. Et depuis là, comme vous constatez, on est sans maillot. Des arriérés de salaire, la faim, le manque d'équipement sportif. La conséquence est évidente, pas d'entraînement complet. Ils nous disent oui coach, on a faim, on n'a pas mangé. À partir de ce moment, on essaye de baisser la charge de travail pour les uns. On voit ceux qui ont mangé, qui sont un peu bien. On dit ok, on va pousser avec ceux-là. Selon une étude publiée en 2016 par la FIFPro, syndicat mondial des joueurs professionnels, 96% des joueurs professionnels gabonais ne reçoivent pas leur salaire. Dans la situation chaotique que se trouve le football gabonais, les premières victimes, ce sont les footballeurs qui se retrouvent parfois sans logement, parfois sans argent. À l'image du FC 105, c'est le football gabonais dans son ensemble qui souffre. Les autorités nationales chargées des sports ne veulent pas en assumer seules la responsabilité. Il n'est pas dans la vocation de l'État de payer les joueurs de football. C'est la responsabilité des clubs. Mais l'État soutient la pratique du sport en mettant un peu d'argent. Loin donc des centaines de milliers d'euros mensuels que perçoivent certaines stars, au Gabon, ballon rond ne rime plus avec rémunération. Deux extrêmes donc dans un même milieu, celui du foot, et ceux on séduit. À demain. Il s'appelle Yacouba Ouedraogo et tous les soirs, il nous apporte les bonnes et mauvaises nouvelles du sport. On le retrouve donc demain à Dubaï. Le prestigieux concours international de récitation du Coran a lieu chaque année depuis 22 ans. Cette édition a vu un record de 104 participants, un record et puis une autre surprise, une première. C'est un Américain, adolescent de surcroît, qui a remporté le concours. Mahmoud Maskad a été le rencontrer à Minneapolis, la ville où il a grandi. Ce reportage est dit par Thierry Kaoré. Ahmed Bouran Mohamed a été accueilli comme un héros à son retour au Minnesota après son triomphe. Devançant plus de 100 concurrents, le jeune athlète de 16 ans a dominé au concours international de récitation du Coran à Dubaï. Je suis tellement heureux et les mots me manquent pour décrire cette joie et cette excitation. Mohamed a remporté le prix de $68 000. Il est arrivé aux États-Unis à l'âge de 2 ans. C'est avec l'aide de ses parents et de ses professeurs qu'il a réussi à ce prestigieux concours du monde musulman. Je remercie Allah pour le soutien que mes parents m'apportent jour et nuit, ainsi que mon professeur et d'autres personnes à la mosquée Abou Bakr al-Siddiq de Minneapolis. Mohamed a commencé à étudier le Coran quand il avait 7 ans et a mémorisé le texte entier dans les 5 années suivantes. Son père est fier de lui. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour l'aider et les enseignants ont été également des grands soutiens. Bouran Mohamed entamera sa dernière année de lycée cette année et dit qu'il espère devenir médecin. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain, même heure, même lieu. Très belle soirée avec VOA Afrique. À demain.